bienvenue à ce nouvel épisode de votre magazine Le Coin du Leader. C'est le numéro 3, le troisième épisode de ce magazine Le Coin du Leader. Le Coin du Leader est un magazine présenté par le Congo Leadership Institute et dont votre hôte est moi-même Nicolas Kelangaliwa. Le Congo Leadership Institute se veut être une organisation qui a pour but de promouvoir et de valoriser le leadership endogène congolais, particulièrement celui de la jeunesse, selon un modèle de leadership serviteur. Le Congo Leadership croit que Dieu a doté la République démocratique du Congo des leaders exceptionnels et qu'il faut les identifier, qu'il faut les encadrer, qu'il faut leur donner de l'espace, les accompagner afin qu'ils réussissent leur tâche de relever les défis auxquels est confronté notre pays et nos communautés. Des difficultés énormes certes, mais aussi qui sont des opportunités afin de rendre ce pays un pays beau et fort tel que Dieu l'aura voulu. Ce magazine a donc pour objectif premier de vous présenter des jeunes leaders qui peut-être n'ont pas l'attention des grands médias, peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui dans leur coin font des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles et essayent de construire un monde meilleur, de créer un nouveau narratif pour la jeunesse congolaise. Ces jeunes ne sont peut-être pas connus, mais ils bénéficient aussi pas de beaucoup de publicité, mais le travail qu'ils font est un travail énorme, un travail digne d'être loué et d'être encouragé. Notre espoir, c'est que cette émission du Congo Leadership Institute, en suivant ces magazines, vous serez inspiré et vous voudriez aussi les imiter et peut-être appliquer certains des principes qu'ils vont partager avec vous. Comme nous le disions, nous donnons l'espace à des jeunes et aujourd'hui nous recevons dans ces studios le directeur général de Briquette du Kivu, notre ami Monroula Zigabe. Monroula, bonjour. Bonjour, pasteur Nicolas. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être un de nos invités dans ce magazine du Coin du Leader. C'est un plaisir d'être invité par ce magazine. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais entrer dans le vif du sujet. Qui êtes-vous? Parlez-nous un tout petit peu de vous. Moi, je connais un peu de votre histoire, de votre parcours, mais parlez-nous un tout petit peu de votre parcours avant, évidemment, de nous parler de pourquoi vous avez créé Briquette du Kivu, de la vision du Briquette du Kivu. Je suis Monroula Zigabe, je suis un jeune, je vis à Bukavu. Je suis le sixième fils d'une famille qui a six enfants. Je fais mes études primaires ici à Bukavu. Je fais mes études secondaires de l'AT Philo ici à Bukavu. Et puis je suis allé à l'université officielle de Bukavu pour étudier la philosophie. Mais comme j'étais un candidat unique, il n'y avait pas moyen qu'on admette un seul étudiant dans l'auditoire, alors on m'avait proposé de refaire mon choix. J'avais opté pour les relations internationales. Et quand j'étais dans ma 4e année, c'est-à-dire L1, on m'avait notifié qu'il y a maintenant d'autres étudiants qui veulent étudier la philosophie, si je peux rentrer en G1 pour les rejoindre. J'étais partant, je suis rentré en G1, j'ai commencé la philosophie avec eux et quand je suis juste, quand j'ai fini la 3e année, c'est-à-dire la G3, j'avais senti une passion pour l'entrepreneuriat et j'avais mis en place une entreprise et c'est comme ça que je n'ai plus fini mes études. Philosophe, relations internationales, entrepreneur. Parlez-nous un peu de l'histoire de Briquette du Kivu, de sa mission. Oui, en fait, Briquette du Kivu, je dirais, est né d'un constat. Un jour, je suis assis, j'allume la radio Okapi et j'apprends que chaque année, la RD Congo perd 500 000 hectares de ses forêts parce que seulement 6% de la population a accès à une électricité stable.
C'est pour dire que la majorité de la population congolaise fait recours au charbon de bois, qui est la principale cause de la déforestation des forêts congolaises. Et je m'étais dit que je suis jeune, ma façon de voir les choses est basée sur l'avenir et la déforestation à grande échelle que connaît mon pays est déjà un obstacle à cet avenir-là. Et c'est comme ça que euh, je m'étais rendu à l'Internet pour commencer à chercher des solutions. Et en lisant des articles, en regardant des vidéos, j'avais appris qu'en Indonésie, les jeunes comme moi, ils allaient dans des poubelles des gens, prendre tout ce qui est déchets biodégradables et le convertir en charbon écologique. Et ça, c'était pour moi vraiment très important, mais euh, après avoir connu l'idée, il fallait maintenant savoir comment l'appliquer ici chez nous. Je suis encore entré à l'Internet, j'ai téléchargé des thèses qui ont été écrites là-dessus. J'ai aussi téléchargé des tutoriels que j'ai suivis et lu de très près. Et pendant que je lisais, je faisais aussi des essais. Je lisais, je faisais des essais, mais je n'arrivais pas à obtenir des résultats parce que le tutoriel montrait de grosses machines. Je ne suis pas un technicien, je n'ai pas fait la mécanique, je ne sais pas comment concevoir une machine et cela était pour moi un obstacle. Mais je continuais de rechercher, continuer des recherches et tout ce que je voyais, j'essayais, tout ce que je voyais, je pratiquais. Et c'est comme ça qu'en utilisant vraiment du matériel ramassé dans des poubelles, j'ai réussi à faire mon premier prototype de charbon écologique. Et quand on l'avait testé, il n'était pas vraiment parfait, mais il donnait déjà de l'espoir. Et à partir du matériel ramassé, je continuais à faire des améliorations, des améliorations. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer un charbon écologique, c'est-à-dire un charbon qui ne provient plus du bois, comme on le connaît, mais qui provient des déchets. C'est un peu ça, en bref, l'histoire de Briquet du Kivu. J'espère qu'on aura une fois l'opportunité de parler un peu en détail des étapes. Je sais que Briquet du Kivu, depuis lors, s'est étendu à d'autres activités. Mais vous avez dit un jeune comme vous avez eu des jeunes en Indonésie. Le jeune moyen congolais, il ne veut pas rester au Congo. Il veut quitter. Parce que le Congo, c'est l'enfer. Pourquoi vous êtes resté? Pourquoi vous êtes even, vous avez même pris le risque de commencer à chercher des solutions à des problèmes comme la déforestation, pendant que les autres cherchaient peut-être des solutions, des moyens de s'en aller de cet enfer. Que diriez-vous à ces jeunes? Et peut-être on le comprend, ils terminent les études, il n'y a pas de travail, l'avenir semble sombre. Si vous regardez la politique ou je sais pas la vie sociale, c'est des défis. Bon, peut-être on le comprend. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rester? Et peut-être, pire encore, à vouloir résoudre un problème, à vouloir rendre ce pays meilleur. Et que direz-vous à ces jeunes? Euh, ben, moi, je pense que, premièrement, ces jeunes, ils se sentent exclus. Parce que dans le monde professionnel, on leur exige 3 ans d'expérience professionnelle pour pouvoir s'insérer dans le circuit économique. Et moi, comme tous ces jeunes, j'avais fait face aussi à cet obstacle. Quand je suis venu fraîchement de l'université avec mon diplôme de grade, je ne pouvais pas trouver de l'espace. Et c'est pourquoi j'ai fait recours à l'innovation. Parce que c'est seulement par l'innovation qu'un jeune peut ouvrir les portes qui sont fermées. Et l'innovation, c'est le propre de la jeunesse. C'est pas aux vieux d'innover, c'est à nous jeunes d'innover. Et donc, mon premier conseil à ces jeunes, c'est d'innover. Le Congo, c'est un pays qui a des problèmes. Donc, c'est le Congo qui a besoin d'aide. S'ils décident d'aller en France, ils n'ont pas de problèmes comme ceux qu'on a ici. Alors, la France n'a pas besoin d'aide. La Belgique, l'Italie, les États-Unis, ils n'ont pas besoin de ces jeunes parce que ce que nous, on appelle problème, ici, chez eux, c'est déjà résolu.
Et même le système éducatif nous prépare à rester chez nous parce que quand on va dans ce pays avec un diplôme congolais, je ne crois pas qu'on soit vraiment suffisamment outillé pour pouvoir nous trouver de l'espace. C'est pourquoi je demanderais à ces jeunes de rester et de regarder le problème que nous avons avec un nez de révolte, qui regarde le problème avec un nez de révolte, parce que c'est pas comme ça que les choses doivent être. Les choses doivent être mieux que ce qu'elles sont, et c'est là déjà leur offre l'opportunité d'innover. Mais aussi, c'est leur demander de mettre les choses faciles, parce que décider de partir, c'est être lâche, c'est chercher des raccourcis de bonheur. Et quand on regarde ce que les parents ont pu investir en nous, on n'a pas vraiment le droit de choisir des raccourcis. C'est en mettant la main sur la pâte, c'est en acceptant des souhaits pour la vie qu'on mérite, pour la vie que notre pays mérite, pour le respect que notre pays mérite, qu'on rend non seulement hommage aux sacrifices que les parents ont fournis, mais qu'on arrive aussi à se découvrir, à s'épanouir et comment je dirais, et à se donner aux autres. Donc si je vous comprends bien, vous dites qu'il y a quand même des gens qui ont sacrifié pour nous. On ne peut pas prendre le chemin raccourci. Il faut comprendre le poids du sacrifice des autres pour nous permettre à nous aussi de faire face aux réalités présentes. Vous avez dit aussi la jeunesse, c'est celle qui innove. Si cette jeunesse part, qui alors sera celui qui résout les problèmes auxquels nous faisons face? Et cette innovation, je pense, pour clarifier, c'est-à-dire que la jeunesse a une nouvelle façon de penser. Elle pense aux choses différemment de ceux qui sont venus avant. En partie à cause des nouvelles technologies. Vous nous avez parlé un peu que Briquet du Kivu a été construit sur des connaissances que vous avez eues, auxquelles vous avez eu accès en utilisant de nouvelles technologies telles que l'Internet. Et donc peut-être que nos jeunes doivent comprendre que l'Internet, c'est pas seulement pour chatter, c'est pas seulement les Facebook, c'est pas seulement le WhatsApp, mais c'est important ces choses. Mais ça peut être aussi une bibliothèque, une fenêtre qui nous ouvre au monde et qui nous aide à réaliser au fait que les défis auxquels nous faisons face sont peut-être des opportunités. Ce sont peut-être des opportunités qui permettraient à ce pays, non pas de rester un pays maudit, mais peut-être de devenir une bénédiction pour les autres. Et peut-être que le monde n'est pas béni parce que les Congolais ont peur d'innover, parce que les jeunes Congolais cherchent les raccourcis, de chercher le chemin le meilleur, c'est-à-dire celui du travail et du travail résolu. Là, vous êtes jeune, vous parlez à des jeunes tous les jours, et vous rencontrez des jeunes de toute nature. Quel conseil leur donnerez-vous? Quel conseil leur donnerez-vous pour réussir dans un pays comme le nôtre? Quel conseil leur donnerez-vous pour travailler à ce changement de narratif? Un peu plus tôt, vous avez parlé d'être des jeunes révoltés. Révoltés, je comprends dans le sens de ne pas accepter le statu quo, de vouloir que les choses aillent différemment, d'être le changement qu'ils veulent voir dans les autres, comme le disait Gandhi. Quel conseil donnerez-vous à cette jeunesse-là? Le tout premier conseil que je donnerai aux ces jeunes, c'est de se former et s'informer. Dans l'information, il y a le pouvoir. Dans l'information, il y a la richesse. Dans l'information, il y a tout ce que notre pays a besoin pour se mettre debout. Dans l'information, il y a ce qui manque aux jeunes pour qu'ils puissent faire face à l'avenir. Parce que c'est en se formant qu'on se rend compte que ce que j'appelle défi a été résolu ailleurs. Et si je ne peux pas utiliser l'outil qui a été utilisé ailleurs, je peux m'inspirer de l'outil qui a été utilisé ailleurs pour relever le défi de chez moi. Mais aussi l'autre conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de ne pas stigmatiser la réussite. C'est de ne pas stigmatiser la richesse. La richesse, la réussite sont des choses légales. Mais nous sommes en train d'assister à une naissance d'une culture où la richesse, où la réussite ne sont plus les résultats du travail, mais le résultat des histoires occultes. Et ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. La richesse, la réussite sont des choses bonnes et il faut que les jeunes le désirent. Et puis,
L'autre chose que mais aussi ils doivent aimer le travail. Ils doivent aimer le travail et encore le travail bien fait. Le travail fait avec intégrité, le travail fait avec honnêteté. Je veux toujours rentrer sur les choses que j'ai dites avant. Les jeunes doivent être innovants. Ils doivent aimer les choses difficiles. Ils doivent aimer les choses difficiles parce que quand, 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 quand vous trouvez le secteur où il y a tout le monde, c'est un secteur qui ne peut plus vous rendre riche. Mais le secteur où il y a moins de monde, c'est le secteur qui a plus d'opportunités. Parce que de milliers de jeunes, ils savent ce qu'ils font faire, mais seulement 2% font ce qu'il faut faire. Et comment je vais le dire? Donc, la réussite est là où il y a moins de monde. Et l'échec est là où il y a tout le monde. C'est bon. Accepter de vivre dans la minorité, hein, n'est pas stigmatiser le succès. Le succès ne vient pas par hasard, c'est l'effet du travail. Mais d'un travail bien fait, avec intégrité et honnêteté. Et travail bien fait, avec intégrité et honnêteté, ne peut être le résultat que d'un amour. D'un amour. On doit apprendre à aimer, à travailler. On doit refuser la facilité. Voilà ce que Mouroula conseille aux jeunes. Vous avez aussi dit que ces jeunes doivent s'informer et se former. Et où est-ce qu'ils trouvent ces modèles? Parce que souvent aussi, il faut dire la vérité, notre société n'a pas de modèle. S'il faut s'informer et se former, notre société n'a pas de modèle. Tu devrais, suivant ton exemple, tu étais supposé toi-même aller à l'internet chercher les informations nécessaires. Et je suis sûr que si on avait plus de temps, on parlerait de l'entrepreneuriat. Eh ben, tu aurais dit, tu as eu très peu de gens qui t'ont coaché dans le chemin. Où est-ce que ces jeunes peuvent aller aujourd'hui pour se former et s'informer? Et là, nous sommes pratiquement en train de dire notre dernier mot. Ces jeunes doivent d'abord accepter d'être différents. Et ce que vous avez dit, ils doivent faire partie de la minorité parce que la majorité, elle ne va pas aller loin. Donc, ils doivent accepter d'être différents. Et être différent, c'est de consommer ce que d'autres ne consomment plus. Et là, je parle de l'information. L'information, elle est partout. Pour quelqu'un qui a de l'ambition, pour quelqu'un qui a de la vision. Elle est aux médias traditionnels. Vous pouvez suivre la radio, vous pouvez suivre la télé. Nous avons, par exemple, France 24, TV5 Monde. Nous avons même la RTNC qui a de l'information. Et que souvent on a besoin. L'information, c'est pas la guerre qui se passe à Bunagana. L'information, c'est pas, je sais pas, l'incendie de maison. L'information, c'est aussi des opportunités. L'information, c'est aussi le potentiel économique qu'a le pays. Les informations, c'est aussi les défis, les challenges quotidiens qu'il faut relever. Mais pour moi, la meilleure source d'information aujourd'hui, c'est Internet. Parce que ça coûte moins cher. Et parce que c'est un outil approprié à notre génération. Ouais. Et vous, c'est l'Internet qui vous a aidé? Moi, c'est l'Internet qui m'a aidé et c'est pourquoi je le recommande à d'autres jeunes. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire merci à tous ceux qui me suivent et de leur demander de ne pas avoir peur parce que l'avenir ne sera pas construit par des jeunes pérés. Il faut qu'ils se dépassent, qu'ils aillent au-delà de leur père, qu'ils osent les chemins que personne n'a osé avant eux. Et je pense qu'à un certain moment, ils se rendront compte que la chose la plus facile, c'est de rêver, c'est d'oser. Et que, parce que ça coûte rien, rêver. Parce que ça coûte rien, oser, à part la peur. Oser, cher jeune, oser. Je me souviens d'une citation d'un grand leader africain, Thomas Sankara, qui disait que le défi, et ça c'était en 1983, qui disait que le défi des Africains c'était d'oser, d'inventer leur propre futur. Je crois qu'on peut terminer sur ces mots. Merci beaucoup d'être venu et nous espérons encore que nous aurons l'opportunité de vous voir pour discuter peut-être un peu plus en détail sur comment vous avez monté votre entreprise, sur quels conseils vous pouvez donner aux jeunes, sur qu'est-ce que vous avez appris en tant qu'individu
en tant que leader et quelles leçons vous donnez aux autres. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre temps et pour avoir partagé les quelques nuggets avec tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup de l'invitation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à suivre ce troisième épisode de notre magazine Le Coin du Leader. Le Coin du Leader est un magazine conçu et présenté par le Congo Leadership Institute, dont votre hôte et votre serviteur Nicolas Kialanga-Liloa. Le but du Congo Leadership Institute, c'est la promotion et la valorisation du leadership endogène des jeunes Congolais au travers un modèle de leadership serviteur, un leadership au service des autres, de ce pays et pour le bien-être de tout le monde. Nous espérons que c'était un plaisir d'avoir rencontré notre invité de ce jour, le directeur de Briquette du Kivu. Nous recevrons sûrement très bientôt d'autres et nous espérons que cette conversation continuera avec un nouvel acteur. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes. Nous aimerions vous demander de partager. Si vous avez appris quelque chose, partagez largement ces contenus avec vos amis, avec vos membres de famille, avec votre réseau. Et mieux, appliquez les principes qui ont été proposés dans cet épisode. Parce que ce que nous voulons, c'est voir une masse de jeunes réussir dans différents domaines. Nous voulons un changement de narratif, un mouvement des jeunes qui réussissent, qui transforment ce pays qui aujourd'hui semble être un des pays les plus maudits du monde en un des pays les plus beaux de la planète. Et cela passera évidemment par le travail que des gens comme vous et moi font au quotidien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.